Bonjour les podcasters. Comment allez-vous? Nous allons à nouveau nous intéresser à la relativité restreinte en présence cette fois-ci d'Aurélien Barraud. C'est une étoile montante de l'astrophysique. Quel ténor, ce Barraud. Lamentable. Écoutons-le donc. Si c'est vrai parce que le prof de Cosmo l'a dit, ça n'a aucune valeur. Ma parole n'a aucune valeur. Le pense-t-il réellement? Ou est-ce de la fausse modestie? Ce ne sont pas des mots grandiloquents dans le vide. La relativité que nous allons découvrir maintenant est réellement une réécriture de la grammaire du réel. Je vais vous montrer qu'on peut faire des choses particulièrement décoiffantes. Ne riez pas. Chaque branche de la physique a son domaine d'application. La physique nucléaire s'applique aux noyaux. La physique des particules s'applique aux particules. La thermodynamique s'applique au système échangeant de la chaleur. L'optique s'applique à la propagation de la lumière. Et ainsi de suite. À quoi la relativité restreinte s'applique-t-elle? À tout. Elle a un statut particulier dans le domaine de la physique. Et moi, je dirais que la relativité restreinte, c'est une théorie cadre. La relativité restreinte, c'est une métathéorie. C'est une théorie de niveau supérieur. La relativité restreinte nous apprend que le temps et l'espace, c'est la même chose. Donc n'importe quelle théorie physique qui ne respecte pas la grammaire relativiste est forcément une théorie fausse. N'est-ce pas dogmatique et fermé à toute remise en question? Si les physiciens du siècle dernier avaient été aussi intolérants, la théorie de la relativité aurait été déclarée forcément fausse, car elle ne respecte pas la grammaire newtonienne. On va construire la forme fondamentale de la théorie sous la forme donc de la transformation de Lorentz qu'on va découvrir sans la nommer. Je suis curieuse de savoir comment on peut démontrer la transformation de Lorentz. On va faire comme Einstein, puisque nous sommes sur les pas d'Einstein, et on va mener une expérience de pensée. Une expérience de pensée est un raisonnement théorique. On peut lui faire dire ce que l'on veut, ça ne prouve rien. On va faire une petite expérience de pensée. Vous savez, Einstein était très friand des expériences de pensée, comme beaucoup des grands génies de la physique théorique. Il était capable de comprendre beaucoup de choses sur le monde sans avoir besoin de mener les expériences réelles. C'est un argument d'autorité. Tout scientifique, aussi prestigieux soit-il, doit se confronter à la réalité du fait expérimental. Ce fut l'erreur d'Aristote. Aristote, qui n'était quand même pas précisément un abruti. Je n'ai pas dit ça. Seulement que l'erreur d'Aristote en science fut de ne pas suffisamment se baser sur des faits expérimentaux. Là, en haut, dans l'amphi, d'accord, on imagine qu'on a accroché un petit flash électronique. Donc, événement T1, paf, le flash émet une bouffée de photons. Et un instant après, disons à l'autre bout de l'amphi, on a disposé un détecteur de lumière. Et l'expérience, de pensée que je vous propose, c'est de regarder le mouvement de ma montre. Donc on a une horloge, et puis elle se déplace comme ça, à vitesse constante. D'accord? Je marche à vitesse constante. Et je vais évaluer l'intervalle associé à deux événements. Donc deux événements, on pourrait par exemple prendre deux positions successives de la trotteuse. Donc toc, toc. Là, en gros, il y a, n'est-ce pas, 1 seconde et 1 mètre entre les deux événements. Vous êtes d'accord? Pour une même démonstration, vous avez commencé avec un rayon lumineux à la vitesse c, et par la suite vous continuez avec une montre qu'on déplace à la vitesse v. Vous mélangez deux exemples pour prendre ce qui vous intéresse dans chaque exemple. Est-ce bien normal? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que la nouvelle valeur de l'intervalle delta S' carré, donc ça c'est l'intervalle dans R', est égale à A fois delta S carré plus B. Alors bien sûr, les plus mathématiciens d'entre vous pourraient me demander pourquoi chercher une relation linéaire. On pourrait avoir delta S' carré égale arc tangente hyperbolique de exponentielle de cosinus de delta S carré. Oui, bien sûr, on pourrait. Sauf qu'en réalité, on ne travaille pas avec des intervalles macroscopiques. Si on voulait faire les choses bien, on travaillerait avec des intervalles infinitésimaux. Et dans ce cas-là, par définition du calcul linéaire, il est loisible de chercher une relation sous cette forme. D'accord? Donc oublions ce détail, c'est correct. Là c'est le point fondamental de la démonstration, et fondamentalement ce n'est pas correct d'affirmer que si à l'échelle infinitésimale c'est linéaire,
Alors c'est linéaire à l'échelle macroscopique. Prenons un contre-exemple. À l'échelle infinitésimale on peut trouver A et B tel que sinus égale à cosinus plus B, sans qu'il existe pour autant une relation linéaire entre sinus et cosinus à l'échelle macroscopique. Interrompez-moi si quelque chose n'est pas clair. D'accord ? Je veux que ce soit totalement clair pour tout le monde. Donc, A est une constante fondamentale. Ça, c'est un résultat très important parce que ça signifie qu'il suffit que je trouve un seul cas particulier dans lequel je suis capable de l'évaluer pour connaître une fois pour toutes sa valeur. Et il suffirait de trouver un seul cas contraire pour montrer que c'est faux, n'est-ce pas? Toute la physique des particules, la physique fondamentale actuelle, est fondée sur ce qu'on nomme le concept de jauge. Le concept de jauge, ça veut dire en clair le concept de symétrie. Et ça, c'est exactement une symétrie. Quand je change la position, je ne change pas le résultat. En clair, que l'on change la position de l'observateur vers la droite ou vers la gauche, on ne change pas le résultat, c'est bien ça? Ouais, je veux pas que tu m'interrompes toutes les 30 secondes. Et là, je nous pose une question. Que vaut delta x'? Si j'ai bien suivi, delta 10' vaudrait 0. Oui, mais là, je fais la question et la réponse. Eh bien, delta x' vaut 0. À présent, prenons un cas contraire, où l'observateur part dans la direction opposée dans un référentiel r seconde. Comme ça ne change pas le résultat, delta s seconde au carré est aussi égal à delta s' au carré. Delta s seconde au carré égale c au carré fois delta t seconde au carré moins delta x seconde au carré. Par symétrie, les vitesses étant les mêmes, delta t seconde au carré et delta t' au carré sont aussi les mêmes. Donc delta x seconde au carré serait également nul, ce qui est un résultat absurde. C'est-à-dire que l'hypothèse précédente, d'une valeur à constante, est fausse. Waouh! Tu ne nous avais pas habitués à faire des contre-démonstrations, j'en serais presque jaloux. Que delta t égale delta t' divisé par racine carrée de 1 moins V2 sur C2. C'est le facteur gamma de Lorentz. Ce n'est pas la transformation de Lorentz, ce n'est pas la même chose. Alors peut-être ce que vous pouvez noter aussi, c'est qu'en contrepoint de cet effet dit de dilatation du temps, se déploie un phénomène de contraction des longueurs. Et la raison est exactement la même que celle-ci, donc évidemment, ce n'est pas utile de refaire le calcul. Oh aussi. Cela aurait été utile de refaire le test. Vous avez cherché à démontrer pour les longueurs que delta x' égale 0 grâce à un observateur fixe dans le repère r' en mouvement. Comment auriez pu vous y prendre sur les durées pour montrer que delta t' égale 0? C'est une théorie qui est bien établie, c'est une théorie qui est bien maîtrisée. Tout ce que je vous dis là, on peut en douter par principe, mais pas au-delà du principe, parce que dans les faits, ça a été vérifié des millions de fois. Des millions de fois, n'exagérez-vous pas? Pouvez-vous nous donner les expériences les plus significatives? C'est le paradoxe de la règle et du trou. Imaginez qu'on ait une table avec un trou de 20 cm. Et imaginez qu'on ait une règle qui fasse 20 cm. C'est une expérience de pensée, on peut lui faire dire ce que l'on veut. La règle tombe, alors elle tombe tout doucement, donc de façon non relativiste, mais en revanche elle se déplace comme ça très vite, de façon relativiste. Ce que vous omettez, c'est l'épaisseur de la table et de la règle. Même une règle bien plus petite que le trou de la table aurait besoin d'un trou immense, comme le montre ce dessin. Et à la différence du paradoxe des jumeaux, cette fois c'est symétrique. Maintenant, du point de vue de la règle, c'est vrai que la table est contractée et pourtant elle passe. Pourquoi ? Parce que la relativité restreinte ne conserve pas les angles. Et ce qui va se passer, c'est que du point de vue de la règle, la table qui est là va se mettre à tourner. Ah, si la relativité fait tourner les tables, nous ne sommes plus dans le domaine de la science mais du paranormal. Par symétrie, pourquoi ne pas avoir utilisé cet argument spécial du point de vue de la table avec une règle qui bouge? C'est une expérience de pensée. Auriez-vous une vraie expérience à proposer? Imaginons deux jumeaux, qui ont donc par définition le même âge. C'est le paradoxe des jumeaux de Langevin, mais c'est là aussi une expérience de pensée. N'avez-vous pas une vraie expérience à nous proposer? Et on mesure d'ailleurs expérimentalement très bien la désynchronisation entre des horloges qui par exemple restent au sol et voyagent dans un avion. C'est des vitesses petites par rapport à celles de la lumière, mais ce sont des choses qu'on est capable de mesurer. Vous semblez faire référence au test de Haffel et Keating. Ce test n'a été réalisé qu'une fois dans des conditions discutables.
C'est une expérience incomplète. Une autre expérience est proposée. Les muons, ce sont des particules fondamentales qui ont essentiellement comme caractéristique d'avoir un temps de vie qui est de l'ordre de 2 millionièmes de seconde. C'est la durée de vie de muons que l'on a stoppé dans leur course. Le temps qu'il met pour aller de là à là, mais dans son référentiel propre. D'accord? Et bien je trouve cette fois qu'il est plus petit que le temps de vie. Aucune mesure n'a été réalisée dans le référentiel du muon. C'est votre interprétation de dire que c'est sa durée de vie dans son référentiel. En résumé, vous n'avez pas démontré la transformation de Lorentz, et sur les 4 expériences proposées, 2 sont des expériences de pensée, et les 2 autres apparaissent discutables. Mais si c'est vrai parce que le prof de Cosmo l'a dit, ça n'a aucune valeur. Ma parole n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est que vous soyez capable, quand vous l'expliquerez à la fin de la prochaine séance à votre petit frère, de montrer l'archéologie de votre savoir.